Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à vous, chers amis de 28 minutes. Tout va bien? Oui, formidable. L'actualité du jour, c'est l'Ukraine en position de force face à la Russie. Hier, à Ankara, en Turquie, le sommet de l'OTAN a confirmé le soutien de l'Alliance Atlantique à Kiev et même Donald Trump a suivi le mouvement avec une annonce attendue depuis longtemps. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? Larry? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. You know, I'm sure they'll be thrilled. Voilà, des armes, des financements et beaucoup de promesses de la part de l'OTAN. Mais pour quel calendrier? Peut-on imaginer une paix prochaine alors que Vladimir Poutine refuse tout cessez-le-feu? Comment interpréter le changement de ton de Donald Trump à l'égard de l'Ukraine? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, à force de prospecter le fleuve des chroniques, qui ont trouvé quelques pépites, bien sûr, à savoir Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, au programme ce soir, Marjorie. Eh bien, dans la famille des labels touristiques, on va parler du petit dernier. Après les labels écolo, les labels famille, il existe dorénavant un label anti-punaise de lit. En effet. Et vous, Théophile? Les Bleus affrontent ce soir le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. Et pour arbitrer, 5 arbitres argentins. Ça fait beaucoup réagir parce que l'Argentine, c'est notre grand rival dans ce mondial. Les supporters ont peur que l'arbitrage soit déséquilibré. L'occasion de se demander, choisir les arbitres de la Coupe du Monde, comment ça marche? Voilà, et le stress va monter parce que c'est à 22h, enfin, rappelons-le en tout cas. Avant cela, sachez-le, le soleil ne se couche jamais sur mon empire. Alors non, c'est pas ce que je dis le matin quand j'arrive à 28 minutes. Cette phrase aurait été prononcée par Charles Quint pour évoquer sa puissance au XVIe siècle, mais elle aurait très bien pu être dite par les Mésopotamiens, les Mongols ou les Aztèques, autant d'empires anciens peuplant le livre de l'historienne Marie Favreau, à l'origine d'une somme sur le sujet qui écarte d'ailleurs quelques idées reçues, et c'est passionnant. Elle est notre invitée et on la reçoit tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Marie Favreau. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Empire mongol. Vous avez publié et dirigé, alors ce livre, c'est pas vraiment un livre de plage, mais c'est un très beau livre, Les Empires Anciens. C'est publié aux éditions Perrin. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Valérie Brochard. Bonsoir. Bonsoir Fanny Veil. Bonsoir. Alors Marie Favreau, forcément quand moi je pense Empire, j'ai des images en tête comme Charles Quint, l'Empire napoléonien, même l'Empire romain. Et vous, quand on lit ce que vous écrivez, en fait, vous dites on se trompe de modèle. Alors, est-ce que vous pourriez me dire rapidement qu'est-ce que c'est qu'un empire, en fait? Alors, rapidement, non. Non. Alors, mais par exemple, cela dit, effectivement, un empire, c'est un grand espace et un grand espace de population. Ça, c'est le point commun. Avec mes collègues, c'est ce qu'on s'est dit, il y a un point commun. C'est pas la géographie, c'est plutôt les populations, la démographie et les communautés différentes, la multiplicité. Et donc des constructions politiques super sophistiquées qui doivent gérer cette multiplicité. Et on s'est dit que ça, c'était le point commun pour nos empires. D'accord. Voilà. Et on va voir à quel point, justement, ils sont différents, tous ces empires. Ouais. On en parle dans un instant, mais juste avant, on va voir pourquoi vous avez le profil idéal pour nous parler de ces empires, Marie Favreau, et c'est Mathilde Blaillot qui s'en charge. Marie Favreau, vous êtes historienne, spécialiste de l'Empire mongol et vous avez dirigé l'ouvrage collectif Les Empires Anciens. Pour mener cette plongée dans les premiers millénaires de l'histoire, vous avez le profil idéal. Marie Favreau, c'est au moment de vos études à la Sorbonne en histoire, en russe et en arabe que vous découvrez l'histoire de l'Empire mongol. Le manque de travaux et de sources disponibles ne vous rebute pas et vous pousse au contraire à y dédier vos recherches. Elles vous font voyager entre la France, l'Italie, le Caire, Princeton et Oxford et bien sûr l'Asie. Vous êtes aujourd'hui maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'université Paris-Nanterre. Vous portez un nouveau regard sur l'Empire mongol qui s'étend du XIIe au XVIe siècle, de l'Asie jusqu'aux portes de l'Europe occidentale. L'empire le plus étendu de l'histoire. Loin de l'image de barbares insaisissables motivés par les pillages, vous parlez d'un système politique complexe, nomade et adaptable, commerçant et diplomate. On a cette image d'un souverain, un khan, donc ça veut dire empereur en fait, tyrannique, seul au pouvoir. Or, pas du tout, les décisions se prennent dans le cadre d'assemblées. Vous vous intéressez particulièrement à la Horde d'Or, cette partie occidentale de l'Empire mongol qui part de la Russie jusqu'à la Bulgarie actuelle. Vous en écrivez un livre, récompensé du Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois en 2023. Ce regard neuf sur la notion d'empire, vous le défendez aussi dans cet ouvrage collectif dédié aux empires antérieurs au XVIe siècle.
Alors que les hommes forts d'aujourd'hui réduisent souvent l'Empire à l'idée de puissance militaire et de forteresse identitaire, vous parlez de mondes bien plus complexes. Les empires sont des constructions sophistiquées, apportent énormément sur les questions de débat politique. C'est souvent des structures collectives avec beaucoup de négociations, où on produit, où on invente artistiquement. Les 34 historiens qui collaborent à l'ouvrage font entrer le lecteur dans ces mondes. Entre les ruelles étroites de Babylone et les postes de douane achéménides, dans l'empire des Han où on uniformise les essieux des chars, vous parlez des sources, de la multitude de traces qu'ont laissé ces empires et de tout ce qu'ils peuvent nous apprendre. Il y a 1001 expériences du pouvoir et les laboratoires du passé n'ont pas fini de nous surprendre. Alors Marie Favreau, vous êtes, on l'a vu, la spécialiste de l'Empire mongol, mais pourquoi pour ce livre vous avez souhaité justement réunir ce collectif d'historiens? Qu'est-ce qui manquait justement à cette histoire en fait? Alors en fait, ce que j'adore, c'est le transimpérial et la comparaison en histoire. D'accord. On ne travaille pas tout seul en histoire. Déjà sur l'Empire mongol, on ne travaille pas tout seul. Je ne suis pas la seule spécialiste, on est nombreux dans le monde. Et c'est vrai que c'est très important de savoir ce qui se passe à la même période, par exemple, dans d'autres structures qu'on pourrait appeler empire, mais aussi de savoir ce qu'on peut appeler empire plus avant dans le temps, plus tard dans le passé. Et ça nous permet de réfléchir à notre propre objet d'histoire. Donc le collectif, pour moi, c'est un point de départ. Voilà. Et puis c'est un plaisir aussi de travailler avec les collègues, de se laisser surprendre par les collègues avec leurs questions. Et ça nous permet d'avancer dans nos propres sujets. Alors vous dites qu'un empire sans écriture n'est pas un empire sans histoire. Mais parfois ils sont tellement lointains ces empires qu'il n'y avait pas d'archives, pas d'images. Comment vous avez travaillé? Par quelle méthodologie vous avez réussi à les faire renaître dans cet ouvrage? Oui, ça c'était un point qui me tenait à cœur parce que quand moi j'ai commencé à travailler sur l'Empire mongol, enfin quand j'étais étudiante en master, on m'avait dit non, ce ne sera pas possible, vous êtes historienne, il n'y a pas assez d'archives, il n'y aura pas assez de sources écrites, vous êtes historienne. Et en fait, j'ai été partout pour trouver des sources écrites et j'en ai trouvé, mais aussi je me suis rendu compte que l'archéologie, les objets, les tombes, les structures monumentales, les temples, en fait tout était objet pour l'historien et il devait être combiné pour qu'on puisse reconstruire ce passé qui est fragmentaire, bien sûr. Est-ce que la technologie a changé aussi un peu les choses? La technologie a changé, donc maintenant il y a des travaux sur l'ADN par exemple, il y a des travaux aussi sur la botanique, il y a des travaux aussi sur les arbres, essayer de comprendre est-ce qu'il y avait des forêts, on sait qu'il y avait des forêts en Mongolie au XIIIe siècle maintenant. Donc il y a énormément de progression grâce à ces travaux-là, mais qui sont cadrés par le travail des historiens. Et avec d'autres collègues, on pousse vraiment à cette interdisciplinarité qui est un renouveau incroyable pour nous. Et je pense que c'est l'avenir, évidemment, de l'histoire pour ces périodes anciennes. Alors, ce livre s'appelle Les Empires anciens. On y croise donc certains qu'on connaît bien, comme les Romains, les Aztèques, et d'autres qui ont été oubliés. Et ce que vous expliquez dedans, c'est que on pense toujours les empires comme l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, la décadence, etc. Qu'un empire, en fait, aussi peut être oublié pour des raisons politiques, vraiment volontaires même. Ça veut dire qu'on les a oubliés parce que ça n'arrangeait pas ceux qui ont succédé à ces empires. Oui, alors ça, c'est quelque chose exactement que j'ai rencontré dans mon travail sur l'Empire mongol. L'Empire mongol, c'est un empire qui a été oublié. Ce qui m'a inspiré, c'est les collègues qui travaillent sur l'Afrique, les collègues qui travaillent sur le Mali, François-Xavier Fauvel, qui fait un très beau chapitre dans l'ouvrage et qui permet de montrer que des empires ont été oubliés sciemment parce que ça, ce Moyen-Âge, on ne sait pas, on n'a pas les sources écrites, on n'a pas les informations. Invisibilisé presque? Invisibilisé, et aussi quand il n'y a pas les monuments, parce que souvent, les monuments, par exemple, le meilleur exemple, les pyramides. Vous voyez les pyramides, vous n'êtes pas historien, mais vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Bien sûr. Dans le cas des Mongols, ils ont construit des monuments immenses qui ont disparu, qui étaient en briques, qui ont été réutilisés. Il y a plein d'explications à la disparition de ces monuments, mais du fait de la disparition de ces monuments, à l'œil nu, quand vous visitez la steppe, vous dites... C'est pas passé grand-chose. Voilà, exactement. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on travaille avec les archéologues aussi, parce qu'ils nous permettent de ressortir de terre tous ces monuments du passé. Alors, votre sujet, on le dit tout à l'heure, c'est vraiment l'Empire mongol. C'est le plus vaste, en fait, de l'histoire des hommes, puisqu'on peut, vous en parler, vous dites, il irait aujourd'hui de la Pologne à la Corée. En fait, on imagine tout de même sur une carte, c'est gigantesque, on le voit là à l'écran. Qu'est-ce qu'il avait justement de si... on va dire, singulier, cet empire. En fait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que les Mongols sont peu nombreux. C'est difficile de parler de chiffres, mais enfin, disons qu'au mieux 1 million de personnes qui vont être à la tête d'un empire qui couvre des centaines de millions. 1 million, il faut se rendre compte, en France, on est 67 millions. C'est oui, petit, en c'est fait. ça. Alors, et c'est approximatif, évidemment, c'est reconstruction de chiffres, mais ça nous donne une idée de l'ordre de grandeur. Comment ils font ? Mais en fait, ce qui les intéresse, eux, c'est d'avoir des rapports avec les communautés qu'ils ont dominées à un moment, mais avec lesquelles ils vont négocier, qui vont devenir leurs sujets,
avec lesquels aussi ils vont s'entendre pour qu'il y ait un paiement d'impôts, pour qu'il y ait une visite à la cour, pour que ça se passe quand même bien, parce que l'Empire, c'est beaucoup de négociations. Mais comment on fait sur des distances aussi longues pour gouverner ? Alors, c'est un empire nomade. Alors, c'est un terme vaste. Mes collègues anthropologues vous diront il y a plein de formes de nomadisme. Et encore aujourd'hui, on peut parler de formes de nomadisme aussi dans notre monde contemporain. Mais c'est un empire nomade dans le sens où les souverains se déplacent, les cours se déplacent. Ah oui. Le terme, c'est horde. C'est le cœur de mon travail. J'ai fait un ouvrage qui s'appelait La Horde pour réhabiliter aussi ce terme. Et il fallait le faire, je crois, parce qu'il est dans les sources. Et en fait, on montre comment les Mongols ont, du fait d'être nomades, du fait qu'ils sont nomades, ont cette intelligence du terrain, cette intelligence de l'écologie et l'intelligence des voies de passage. Et le meilleur exemple, à mon avis, c'est le détroit d'Ormuz, qu'on comprend très bien aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire quand vous contrôlez certains espaces, en fait, vous êtes en position de force, même si votre armée, par ailleurs, n'est pas forcément la plus forte du monde. Voilà. Oui. Alors Fanny, avec vous, on va voir que certains convoquent aujourd'hui l'histoire à l'appui, bien sûr, de leur politique. Oui, le cas le plus net, c'est Vladimir Poutine. Il se vante d'être le nouveau Pierre le Grand. Ce tsar, souvenez-vous, qui a mené la guerre du Grand Nord au XVIIIe siècle, principalement contre la Suède, à laquelle il a pris des territoires. D'après Vladimir Poutine, que je cite, on a l'impression qu'en combattant la Suède, il s'emparait de quelque chose, il ne s'emparait de rien, il reprenait. C'est exactement le même argument que Vladimir Poutine utilise lui-même pour justifier la guerre en Ukraine. Recep Tayyip Erdogan, lui, revendique souvent l'héritage de l'Empire ottoman. Il assume en particulier son admiration pour Abdulhamid II, sultan de la fin du 19e, début 20e siècle. Parfois, le nom d'empereur, ce sont les autres qui vous l'attribuent. C'est ce que les Israéliens ont fait avec Donald Trump pour son soutien à leur pays, son rôle aussi dans la libération des derniers otages retenus par le Hamas. Ils l'ont comparé, Donald Trump, à Cyrus le Grand, ce roi perse du 6e siècle avant notre ère, grâce auquel les Juifs captifs à Babylone avaient pu rentrer chez eux et rebâtir le temple de Jérusalem. Vous pensez quoi, Marie Favreau, de cette instrumentalisation de notre histoire ? Je pense que c'est le rôle des historiens de publier collectivement pour, au contraire, déconstruire et mettre en question ces formes d'instrumentalisation, arguments à l'appui, sources à l'appui. Donc c'est le travail qui est proposé dans l'ouvrage. Cela dit, on ne savait pas qu'il y aurait autant d'instrumentalisation autour de ce terme d'empire, malheureusement, cette année. Mais c'est vrai que c'est essentiel pour nous de montrer, attendez, vous vous rendez compte de l'épaisseur temporelle et puis de quoi parlons-nous quand on parle de ces grands hommes ? Quel type de sources on a, qu'est-ce qu'on sait d'eux. Et puis un empire, c'est pas qu'un grand homme, certainement pas. Et d'ailleurs, l'ouvrage n'est pas un ouvrage de héros, ni même d'héroïnes, c'est vraiment un ouvrage de structure collective, de négociation fluide, etc. Donc en fait, notre idée, c'est de donner au grand public des arguments concrets, d'historiens, sérieux, scientifiques, pour combattre ce type de discours qui sont effectivement des formes d'instrumentalisation qui sont extrêmement nuisibles. Une chose, Marie Favreau, on parle souvent de notre époque comme un retour des empires, quand on parle justement de Vladimir Poutine, de Xi Jinping, Erdogan. Parce qu'on on voit une conquête territoriale. Mais finalement, est-ce que la conquête, elle n'est pas comme certains aussi de vos empires, économique, ça veut dire avec des hommes qui sont dans la Silicon Valley, comme Elon Musk aujourd'hui, qui pourraient être des empereurs technologiques, et c'est eux qui nous dominent en fait. Oui, absolument. Donc on a essayé de travailler sur ce terme d'empire pour montrer qu'il y avait différentes formes d'empire, différentes formes d'agression d'ailleurs. L'agression économique, elle existe aussi, l'expansion économique, elle existe aussi. Donc il est important d'entrevoir en fait toutes ces utilisations du terme, sachant encore une fois que les empires, par exemple l'empire mongol sur lequel je travaille, n'utilisent pas le mot empire, qui est une création, bien sûr, qui nous vient de l'empire romain et puis qui nous parle aujourd'hui. Mais donc pourquoi pas l'utiliser, mais savoir ce qu'on y met, puisque il n'y a pas une définition stricte. Et donc ça, je pense que c'est là où on fait le lien avec l'actualité, c'est pour montrer, attendez, si vous voulez parler des Achéménides, ou si vous voulez parler des Mongols, ou si vous voulez parler de Pierre le Grand, allez voir l'histoire. Et puis, et ensuite, on pourra être sérieusement à la table de travail. Voilà pourquoi votre livre est passionnant. En tout cas, voilà cet ouvrage que vous avez dirigé, Les Empires Anciens, publié chez Perrin. Merci beaucoup, Marie Favreau, d'être passée par le plateau de 28 minutes ce soir. Merci beaucoup, merci infiniment. Allez, passons à notre débat. S'agit-il d'un tournant dans la guerre en Ukraine ? La question a déjà été posée de nombreuses fois depuis 2022. Et cette fois-ci, il se passe quelque chose. Volodymyr Zelensky repart du sommet de l'OTAN, qui s'est tenu hier à Ankara, avec un vrai soutien de l'Alliance Atlantique, un nouveau financement et même l'autorisation de Donald Trump de fabriquer des missiles patriotes pour se défendre contre les bombardements russes. Pour autant, tous ces engagements ne sont pas fixés dans un calendrier précis et Vladimir Poutine refuse toute idée de cesser le feu. Alors ce sommet de l'OTAN permettra-t-il à l'Ukraine de prendre un avantage sur le terrain ? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem.
des secouristes ukrainiens dégagent un corps des ruines de cet immeuble. La scène s'est répétée ces derniers jours. L'Ukraine pleure plus de 50 morts depuis le début du mois. Drones, missiles. En une semaine, l'Ukraine a essuyé plus de 2000 attaques russes. À la surprise générale et alors que le président ukrainien est fragilisé sur le terrain, Donald Trump fait cette déclaration au sommet de l'OTAN à Ankara hier. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I'm sure that you will do everything to stop this war. Autre victoire pour Volodymyr Zelensky. Les 32 pays de l'Alliance transatlantique réaffirment leur engagement financier à ses côtés. Ils confirment la promesse faite de débloquer 70 milliards d'euros pour l'Ukraine cette année. Et autant, au moins, l'an prochain. L'Ukraine au centre d'une nouvelle réunion le 13 juillet prochain à Paris. Celle de la coalition dite des volontaires. Elle réunit 35 pays, dont la France. Ce sera l'occasion sur la lutte contre la flotte fantôme, la mobilisation de notre industrie au soutien de l'Ukraine, de faire des annonces supplémentaires et de programmer aussi des exercices ensemble. Alors que vaut ce soutien affiché à l'Ukraine? Les déclarations se multiplient certes, mais la promesse trumpienne de permettre à l'Ukraine de fabriquer des missiles antiaériens patriotes n'est accompagnée d'aucun calendrier. Quant aux 140 milliards d'euros annoncés, ils ne font que reprendre une ancienne promesse des soutiens de l'Ukraine. Zelensky sort-il réellement renforcé de ces rencontres? Sont-elles une étape vers une éventuelle fin du conflit? Voilà, et pour en parler ce soir, nous recevons Véronica Dorman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Libération, ex-correspondante à Moscou. Et selon vous, la véritable nouveauté tient à ce que l'Ukraine a repris la main sur le récit et paraît désormais en mesure de l'emporter. Donald Trump, dites-vous, voit dorénavant en Volodymyr Zelensky un interlocuteur à part entière. À vos côtés, Camille Grand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Vous dirigez désormais l'Association des industries aérospatiales de sécurité et de défense pour l'Europe, le lobby européen des industries de défense. Et selon vous, les États-Unis attendent des Européens qu'ils assument davantage leur propre sécurité. La coopération demeure la voie la plus prometteuse et l'industrie ukrainienne participe pleinement de la solution. Et puis, Elie Tenenbaum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et selon vous, le desserrement de la pression américaine sur l'Ukraine et le renforcement de l'aide européenne ne règlent en rien la question d'une guerre de haute intensité face à Poutine. Cette situation ne peut tenir à moyen terme. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie. Et le mot du jour? Oui, ce mot, c'est patriote. Alors, patriote, ce n'est pas seulement un missile américain, comme on pourrait le croire, c'est un ensemble, un système complet de défense qui comprend radar, poste de commandement, lanceur et intercepteurs capables de détecter et détruire des missiles balistiques, des drones et des avions. Vous l'avez compris, c'est en somme un bouclier du ciel. Un bouclier que Volodymyr Zelensky réclame depuis le début de l'invasion russe. La licence, les plans de fabrication appartiennent aux États-Unis, mais Trump vient de donner son accord pour que l'Ukraine puisse en produire. Camille Grand, quand Trump dit à Zelensky, on va vous donner une licence pour fabriquer des patriotes, est-ce que c'est un tournant stratégique dans cette guerre qui peut tout changer, où les délais de fabrication sont tellement longs que finalement cette promesse n'aboutira à rien? Alors c'est un tournant parce que c'est quelque chose que l'Ukraine demande depuis longtemps et donc on est vraiment dans un changement de paradigme de ce point de vue-là, d'autoriser la production sur place des intercepteurs. C'est pas l'ensemble de cette batterie très complexe qui serait probablement difficile à produire sur place, mais des intercepteurs dans un moment où ces intercepteurs sont peu disponibles. Même s'ils sont fabriqués pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Allemagne sous licence et au Japon. On est dans quelque chose qui est un marché assez tendu, notamment après la guerre en Iran. Et donc, pour les Ukrainiens, avoir la possibilité de fabriquer par eux-mêmes le système qui peut défendre le ciel ukrainien, notamment contre les missiles balistiques russes, c'est essentiel. Donc, de ce point de vue-là, c'est symboliquement et un vrai tournant et un tournant important. Après, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Trump lui-même l'a dit, il faut que les détails soient négociés. Il dit, je n'ai même pas encore parlé à l'industriel. Donc, il y a toute une séquence purement industrielle, technique à apporter. Logistique. Ensuite, il va falloir voir si c'est l'assemblage de missiles dont les pièces détachées sont fabriquées aux États-Unis, ou est-ce que ça va un peu plus loin? Et si les Ukrainiens les fabriquent, il faudra qu'ils puissent le faire par eux-mêmes. Alors on voit, mais juste, est-ce qu'on a une idée du prix?
Alors, ça coûte, on sait à peu près. Une batterie de Patriot, ça vaut presque 1 milliard d'euros. Donc c'est un énorme truc. Mais un intercepteur, le type d'intercepteur, suivant les modèles, on est entre quelques millions et un peu moins de 10 millions d'euros. Oui, Elie Tenenbaum, est-ce que ce délai, il peut concrètement faire pencher la balance ? Le délai, en fait, il vous donne une idée de la manière dont l'Ukraine se projette dans un avenir moyen, voire de long terme, dans laquelle elle va continuer à avoir besoin d'une défense antiaérienne et antimissile contre la Russie. Elle le sait depuis le début de la guerre. Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2026. L'Ukraine dit oui, c'est intéressant pour moi, même en 2027, 2028, je sois capable de produire sous licence des patriotes. Ça veut dire qu'on se projette, on continue de se projeter dans une guerre longue. Après, à court terme, puisque effectivement les villes ukrainiennes sont bombardées par ces missiles russes et de manière extrêmement forte depuis le début de l'année 2026. La guerre en Iran n'a pas amélioré les choses puisqu'il y a une pénurie. Il y avait déjà une sorte de pénurie, mais la pénurie s'est aggravée. Pour vous donner une idée, les Américains ont été très dispendieux de ces patriotes pour protéger leurs propres bases dans le Golfe. Il y a plus de missiles patriotes qui ont été tirés pendant un mois de guerre contre l'Iran que pendant les 4 ans de l'Ukraine. L'Ukraine avait déjà des patriotes, mais ils les avaient au compte-gouttes. Et donc, évidemment, ça fait mal. Donc, aujourd'hui, il y a cette pénurie et il y a des manières de répondre à cette pénurie pour la prochaine année qui arrive. Là, ce dont on parle, le deal, ça sera pour les années suivantes. Véronique Aderman, tout de même si ça prend du temps, ce qu'a dit Donald Trump là à Volodymyr Zelensky, c'est patriote, on en entend parler depuis 2022. C'est tout de même une victoire aujourd'hui pour Volodymyr Zelensky. Juste d'entendre ça de la bouche de Donald Trump. Ça l'est même dans l'immédiat parce qu'il il quitte l'Ukraine pour aller à ce sommet de l'OTAN en disant je vais demander à obtenir cette licence de patriote. Il annonce que c'est vraiment son objectif principal pour cette rencontre-là. Et donc il peut rentrer à Kiev en disant j'ai reçu cette promesse. Alors après, on connaît très bien Donald Trump, on l'a vu fonctionner, rien n'est encore signé, il n'a pas encore eu Poutine au téléphone, qui peut le dissuader ou lui dire quelque chose qui peut le faire changer d'avis, mais toujours est-il que d'un point de vue de la manière dont se présente Zelensky comme le leader d'un pays, le chef d'un pays en guerre qui peut dire à son peuple, voilà, je pars, je vais chercher des armes, et il revient et dit, j'ai obtenu ces armes, là, pour lui, on peut dire que c'est une petite victoire. Le pari est réussi. Victoire, oui. Alors, on l'a compris, donc il a récupéré cet aval pour construire, donc enfin, en tout cas pour recevoir des patriotes, mais il a aussi reçu une sorte d'accord sur 140 milliards d'euros sur 2 ans. Est-ce que, Camille Grand, vous pouvez nous expliquer exactement comment ils vont être versés, à quoi ils vont servir ? Alors, ces 140 milliards, c'est un peu un mélange entre des promesses déjà faites, des promesses à venir. Donc, le sommet de l'OTAN s'est approprié les donations de l'Union européenne, les prêts de l'Union européenne, qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'État ukrainien et de la défense ukrainienne, auxquels viennent s'ajouter les dons d'autres pays non membres de l'UE ou des pays de l'UE en direct. Donc on a un peu mis tout dans le même paquet pour avoir un beau chiffre. Cela dit, c'est là aussi important, me semble-t-il, vis-à-vis des Ukrainiens et vis-à-vis des Russes, de dire, regardez, le soutien, il est là cette année, à un niveau presque de la moyenne des dernières années, et il est là l'année prochaine. Ce qui veut dire que ce qui était la grande inquiétude post-Trump, qui est avec la disparition du soutien américain, les Ukrainiens vont se trouver très très fragilisés. Là, on voit que les autres amis de l'Ukraine, ou les vrais amis de l'Ukraine, comme on voudrait dire, prennent leur part. Non seulement l'Union européenne, mais aussi Canadiens, Britanniques, Absolument. Norvégiens, etc. Et Lithuaniens aussi que Volodymyr Zelensky revient avec des contrats. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire ce qui est, l'Ukraine, eh bien, c'est un pays producteur d'armes. Aujourd'hui, et notamment de drones, on sait qu'ils sont assez avancés. Donc aujourd'hui, ça vaut quoi concrètement, justement, ces contrats ? Est-ce que c'est un moment aussi important là, pour Zelensky de dire « je ramène en plus de l'argent » ? Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a une interdiction légale pour l'Ukraine d'exporter des armes, puisque l'Ukraine est en guerre, et Volodymyr Zelensky considère que toutes les armes produites, et que les Ukrainiens ne comprendraient pas que l'Ukraine qui a besoin d'armes en exporte. Il y a eu des questions pour dire qu'il y a certains surplus sur lesquels on peut faire des exceptions. Donc l'Ukraine commence à exporter du savoir-faire. On l'a vu d'ailleurs, encore une fois, sur la guerre en Iran, puisque l'Ukraine a
aujourd'hui développé des capacités pour intercepter les missiles Shahed, enfin les drones Shahed, qu'on appelle drones Shahed. Donc c'est les drones iraniens, en fait, qui sont utilisés. De facture iranienne, aujourd'hui produit très largement en Russie, tiré régulièrement toutes les nuits contre l'Ukraine. Ils ont appris à le faire. Et ça, ils disent, bah voilà, nous, on peut vous apprendre à développer, à fabriquer des intercepteurs. Il y a eu aussi le développement depuis quelques années de ces joint ventures, on dit en anglais, donc de ces co-entreprises européennes, ukrainiennes, pour dire avec des capitaux européens. On va produire en Ukraine des armes pour l'Ukraine, mais ensuite ces co-entreprises, elles peuvent avoir une dimension européenne qui, elles, peuvent exporter. Donc ça, au-delà de l'argent des contrats, c'est la question du lien qui se développe et qui se resserre chaque année davantage entre l'industrie de défense européenne et l'industrie de défense ukrainienne. Et donc le fait qu'on apprend des Ukrainiens, les Ukrainiens bénéficient du capital européen et derrière, ça fait une architecture de défense qui est plus solide. Et pour bien comprendre, ou plutôt essayer de comprendre, ce revirement de Donald Trump concernant Kiev, repartons en 2025. Le 28 février, le président américain reçoit alors Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. On parle alors de malaise entre les deux hommes, mais devant les caméras de télévision, la discussion va devenir une sorte de bagarre de rue verbale. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This a entire lot of meeting? times. No, in this Even entire today, meeting, have you said thank even you? today. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Véronica Dorman, on vient de voir une séquence très difficile, une humiliation en direct. Et un peu plus d'un an après, on a à l'OTAN des sourires et même Trump qui dit que Zelensky fait un travail incroyable, qu'il est très efficace. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer ces deux séquences différentes? Alors, au-delà du côté très volatile de Donald Trump qui change d'avis assez souvent, il y a 1 an et demi, l'Ukraine était dans un état beaucoup plus délicat et difficile, dans une situation difficile sur le champ de bataille. Et le discours ambiant, si on se souvient bien, était plutôt que oui, on va l'aider à tenir, mais vraiment juste à tenir. Et il va peut-être falloir commencer à convaincre Volodymyr Zelensky d'accepter une paix qui ne serait pas nécessairement une bonne paix. Donc c'était quand même ça le bruit de fond. Et Trump, surtout, arrive à la Maison-Blanche en pensant qu'il va résoudre cette guerre en 24 heures, en 48 heures, que Poutine va vraiment va lui parler, va tout accepter. Et là, ça fait 18 mois que rien ne se passe comme Trump l'avait prévu et qu'il est obligé de se rendre compte que non seulement Zelensky est toujours en place, qu'en plus il a repris du poil de la bête, que sur le terrain, les Russes au mieux stagnent et en fait reculent même parce qu'ils n'arrivent plus à avancer et l'Ukraine grignote à son tour le front et que les Occidentaux n'ont pas abandonné la bataille non plus, qu'ils ont trouvé l'argent ou en tout cas ils se mobilisent. Donc en fait rien ne se passe comme il l'avait prévu et il ne peut plus faire le bully contre Zelensky parce que Zelensky, très clairement, en plus, est soutenu par des gens avec lesquels on peut discuter parce qu'ils ont, ils ont des arguments. Alors, il est vrai que c'est assez étonnant, Camille Grand, parce que le matin même de ce sommet de l'OTAN, Donald Trump arrive furieux en disant « je suis très colère contre l'OTAN », il insulte l'Espagne dans tous les sens, et à la fin, en effet, Valérie le disait, eh bien, il y a beaucoup d'amour dans la pièce, c'est fantastique. Alors, c'est une question qu'on s'est tous posée, mais je me permets de vous la poser aussi. Comment travaille-t-on avec Donald Trump ? Alors moi, il se trouve que j'étais à l'OTAN à l'époque de son premier mandat, donc j'ai vu un petit peu. Alors, je pense qu'il y a un élément qui est de cette tactique de négociation, qui est si on est odieux le premier jour, tout le monde nous trouvera formidable le deuxième jour. Donc ça fait partie, c'est peut-être même écrit quelque part dans l'art du deal qu'il faut faire ça. Le fameux livre de Donald Trump qu'il a écrit. Et après, c'est un peu objectivement compliqué. Alors, je pense qu'il faut faire la part des choses entre... Je fais un peu monter les enchères pour dire quand vous n'avez pas été assez solidaire sur l'Iran et il faut que vous dépensiez plus. On est dans le champ naturel de la négociation. Et puis les attaques sur le Groenland, ça a été très choquant sur place à Ankara. On voyait les gens qui s'inquiétaient beaucoup du retour du sujet du Groenland.
D'autre part, les attaques très personnelles contre les Sanchez et l'Espagne en disant on va arrêter tout commerce avec l'Espagne. Et d'ailleurs, c'était intéressant que la Commission européenne a fait une mise au point pour dire qu'il y avait une forme de solidarité sur ce sujet. Donc, je pense qu'il y a cet élément de tactique. Après, il y a aussi un Trump qui, au fond, on le voit à plusieurs reprises, quand il est devant des interlocuteurs qui lui racontent une histoire qui lui plaît plutôt, il se laisse convaincre. Alors, c'est le problème quand il est avec Poutine, mais c'est l'avantage quand il voit Rutte et le secrétaire général de l'OTAN et puis les dirigeants de l'OTAN qui lui disent plutôt on a besoin, on avance, on dépense de l'argent, tout va bien. C'est pour cette raison, parce qu'il s'est laissé convaincre, que le Donald Trump qu'on entendait dire je vais quitter l'OTAN il y a quelques temps encore a changé d'avis, réaffirmé. Ce sont les Européens qui Oui et l'ont non. convaincu. Bon, alors vous avez eu une tentative de séduction de plus ou moins bon goût de la part de tout un tas d'Européens qui ont essayé tout un tas de techniques, donc certaines ont pu marcher plus que d'autres, mais il y a aussi eu un changement de fond de la politique européenne, avec d'abord un réarmement européen qui a pris quand même une ampleur et avec des engagements qu'on a vus l'année dernière à La Haye pour 3,5% en 2035, mais c'est pas, on verra en 2035, on le voit sur des pays comme l'Allemagne, sur lesquels on a un décollement quand même très spectaculaire de la dépense de défense, et puis sur l'Ukraine, sur un certain nombre de sujets, d'une certaine manière, les Européens aujourd'hui ne demandent plus rien, ou en tout cas beaucoup moins aux États-Unis qui leur demandaient. On parle des patriotes, mais autoriser une licence de fabrication de patriotes pour Donald Trump, ça ne lui coûte rien. Aujourd'hui, il y a des armes américaines qui arrivent en Ukraine. Ce sont des armes américaines payées par les Européens. Donc, au contraire, l'Ukraine est une bonne affaire aujourd'hui pour Donald Trump. Ça lui rapporte de l'argent. Et d'une certaine manière, voilà, la posture qui a été au moment de l'entretien à la Maison-Blanche, de venir supplier d'une certaine manière en disant nous avons besoin de l'aide américaine, du backstop américain, c'est-à-dire de ce filet de sécurité, de ces garanties, tout ça c'est devenu beaucoup moins le sujet. Donald Trump voit que finalement les Européens se sont organisés, ont remplacé en partie et en bonne partie ce que le contribuable américain versait, et finalement ça lui va très bien, et donc il a aussi motif de satisfaction, même s'il est en colère sur l'Iran et sur le manque de soutien. On continue avec Donald Trump qui, on le sait, préfère les scénarios simples, de dirigeants, une table, une poignée de main et la paix en arrière-plan. Alors hier, à Ankara, il a lancé à Volodymyr Zelensky l'idée d'un rendez-vous avec Vladimir Poutine à Moscou, ce qui a donné au président ukrainien l'occasion d'une réponse assez caustique. President Putin said, I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, I have to put myself in his position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow? It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. He doesn't want to be hit by a drone. Alors Véronique Dorman, on le sait, Donald Trump a eu Vladimir Poutine pendant 90 minutes au téléphone quelques jours avant, c'était le 4 juillet, un appel jugé constructif par les Russes. Est-ce que Trump aurait obtenu quelque chose, un accord qu'il serait en train de soumettre subtilement à Volodymyr Zelensky ? Vraiment, je ne m'engagerai pas, je ne peux pas vous le dire, mais si vous vous souvenez, à chaque fois que Donald Trump a parlé à Vladimir Poutine au téléphone, il a très souvent été très optimiste lui aussi. Les Russes, de toute façon, comme ils n'ont pas bougé de leur position depuis le départ et que ce qu'ils demandent, c'est une reddition de l'Ukraine, c'est le Donbass intégralement, c'est pas de militarisation. Leur position n'a pas bougé. Donc, pour eux, dire que c'était constructif, ça veut juste vouloir dire qu'ils ont tenu Trump au téléphone pendant 90 minutes, qu'il leur a dit bravo, super, on est content. Ils ont pu. Et en fait, il se peut que ces conversations soient de l'ordre de viens, Donald, bien sûr, viens construire un hôtel à Moscou quand tu veux, c'est possible. Trump dit c'est super, je vais faire un golf avec, et ça peut être de cette teneur-là. Mais donc cette rencontre, vous n'y croyez pas? Non, la rencontre, non, mais alors Zelensky n'ira pas à Moscou, bien sûr. Et Poutine ne veut pas voir Zelensky. Et là-dessus, il a toujours été assez clair. Donc tout ça, c'est très facile à dire. C'est très facile à Poutine de dire, mais qu'il vienne. Et ça n'arrivera pas et ça ne coûte rien. On va voir avec vous, Fanny, justement, si Vladimir Poutine frappe fort actuellement en Ukraine, c'est aussi parce que, il est fragilisé chez lui, en Russie. Oui, les crises s'accumulent pour le maître du Kremlin. La guerre pèse sur l'économie russe. La croissance chute, les prix montent et une banque sur 5 est aujourd'hui au bord de la faillite d'après le journal The Moscow Times. Les Russes commencent en plus à manquer de carburant car les drones ukrainiens frappent les raffineries. La plus grande du pays est aujourd'hui à l'arrêt. En parallèle, sur le front ukrainien,
l'offensive russe du printemps-été n'a pas servi à grand-chose. L'armée de Moscou a enregistré l'une de ses plus faibles progressions depuis le début de la guerre. Les soldats eux-mêmes menacent Poutine de mutinerie, comme l'ancien commandant Alexandre Lounine qui dit « L'armée retournera ses armes contre le Kremlin ». C'est ce qu'il a dit dans une vidéo vue plus de 11 millions de fois depuis. Il a été emprisonné. Enfin, la population elle-même, fatiguée par les années de guerre, les enrôlements forcés dans l'armée, les restrictions d'accès à Internet, commence à douter de son chef. Face à une chute de popularité de Vladimir Poutine inédite, 66% d'approbation au mois de mai, c'est 10 points de moins qu'au début de l'année, eh bien, le Kremlin fait le tri dans les sondages et ne publie que les plus favorables. Les Russes commencent à envisager un avenir sans Poutine, dit même un ancien haut responsable russe dans les colonnes du magazine The Economist. Camille Grand, l'ensemble de cette situation en Russie était connu, était dans les esprits au sommet d'Ankara. Est-ce que ça a eu un impact sur les décisions et lequel ? Alors, on a effectivement du côté de Trump, comme je disais tout à l'heure, le côté j'aime bien les gagnants. Donc, d'une certaine manière, ça a joué en faveur de Zelensky, indiscutablement. Ce qui est intéressant, c'est de voir les Européens et un certain nombre d'Américains, y compris proches de Trump, dire c'est le moment d'accélérer. Moi, j'ai noté une intervention d'un sénateur américain très MAGA, qui est Lindsey Graham, qui a dit d'Ankara, maintenant il est temps d'imposer les sanctions maximales sur la Russie pour terminer cette guerre, etc. Donc on sent que ça nourrit un discours là-dessus. Et point qui n'a pas été beaucoup relevé, mais que je trouve très intéressant, c'est dans les phrases de Trump et dans les discours de l'OTAN, l'idée que c'était pas mal de frapper à l'intérieur du territoire russe. Et donc le font actuellement les Ukrainiens. Voilà. Ça, voilà. Elie Tenbaum, juste un mot tout de même par rapport à ce qu'expliquait Fanny. Est-ce qu'aujourd'hui, pour reprendre un terme un peu grossier, mais Vladimir Poutine bête blessé, est-ce que ça le rend plus dangereux ? Ça le rend sans doute plus dangereux pour les Ukrainiens, parce que ce qui est sûr, c'est que la campagne de frappe dans la profondeur que les Ukrainiens mettent aujourd'hui contre les raffineries, mais aussi, on le voit, contre Saint-Pétersbourg, contre un certain nombre de sites symboliques, toute l'affaire autour du défilé et de la place rouge du 9 mai, etc. Aujourd'hui, la Russie a du mal à répondre et clairement sur le plan militaire, sur le front, aujourd'hui n'a pas les outils pour le faire, mais elle va essayer de le faire malheureusement en frappant ce qui est encore à sa portée, c'est-à-dire des cibles civiles, des cibles molles, dans le contexte de pénurie d'une défense antimissile ukrainienne. Donc ça, ils vont le faire. Est-ce que ça va produire des résultats stratégiques ? Est-ce que ça va faire plier l'Ukraine ? Évidemment pas. Ça va faire plus de souffrance pour les populations. En tout cas, ce qui est clair, c'est dans le message qu'on peut recevoir du Kremlin et de tous ceux qui s'en font l'écho, c'est qu'il n'y a pas de volonté de revoir à la baisse les ambitions initiales. Merci en tout cas à vous trois d'être passés ce soir par le plateau de 28 minutes. À suivre justement Marjorie Adelson et Théophile Cossa, avec qui bien, nous verrons que les punaises de lit sont toujours là. Mais pas de panique, hein. On a créé un label. Ça va mieux, non ? Alors avant de nous intéresser au match de foot France-Maroc, quart de finale de la Coupe du Monde, c'est ce soir, arbitré par 5 Argentins, une première. Mais avant cela, rejoignons Victor de Quiver, l'affamé de culture générale. Grâce à lui, il le jure, vous dînerez moins bête. Ce soir, cette question, le restaurant a-t-il été inventé pour soigner les malades ? Le restaurant a-t-il été inventé pour soigner les malades ? La question vous paraît farfelue, et pourtant... Au XVIIIe siècle, à Paris, on mange mal, très mal. Les auberges sont crasseuses, on sert un plat unique à heure fixe et on dîne sur de grandes tablées bruyantes. Les cabaretiers ne peuvent vendre que de la viande, les traiteurs des sauces, des charcutiers des chairs cuites. Tout est rigide, réglementé, figé. C'est sans compter sur Mathurin Rose de Chantoiseau, économiste et philanthrope, qui trouve une faille géniale. Et si on ne vendait pas de la cuisine, mais des remèdes ? En 1765, il ouvre un établissement rue des Poulies, à 2 pas du Louvre. Au menu, des bouillons restaurateurs pour soigner les estomacs fragiles. Ce n'est pas de la nourriture, c'est de la médecine. Ça passe. Et avec sa pharmacie à bouillon, il révolutionne tout. Les clients mangent à des tables individuelles, choisissent sur une carte, payent en fin de repas. Le service dure plusieurs heures par jour. Le restaurant moderne vient de naître par accident. Car un restaurant, au départ, c'est une pharmacie. Très vite, d'autres flairent le filon. En 1782, l'ex-cuisinier du comte de Provence ouvre le premier restaurant gastronomique rue de Richelieu, finit les bouillons médicinaux, il propose 100 plats, des chandeliers de cristal, des nappes de lin, les aristos se pressent pour manger comme à Versailles.
La Révolution accélère tout. Les cuisiniers de la noblesse, au chômage après 1792, ouvrent leurs propres établissements. Les chiffres explosent. De quelques dizaines de restaurants avant 1789, on passe à 300 en 1804, à 1000 en 1825. Aujourd'hui, Paris en compte 17 000. En 1855, le boucher Pierre-Louis Duval lance les Bouillons, des restaurants rapides pour ouvriers, la première chaîne de restaurants de l'histoire. Et avec les restaurants, naît un métier redouté, critique gastronomique. Grimaud de la Reynière publie en 1803 l'Almanach des gourmands. Il crée un jury dégustateur qui évalue des plats pendant 5 heures d'affilée. Pas sûr que ce soit si bon pour la santé. Mais voilà, vous mangerez moins bête. Et surtout, très bel appétit, Victor Dequiver. Allez, il est temps de retrouver Marjorie Adelson et Théophile Costa pour vos chroniques. On commence avec vous, Marjorie, et on va parler de tourisme et un drôle de label qui vient tout juste d'être créé. En fait. Oui, quand on choisit son logement de vacances ou son hôtel, il y a les étoiles, mais aussi les labels écolo, famille. Et bien dorénavant, il existe aussi le label anti-punaise de lit. Alors souvenez-vous, il y a quelques années, elle nous avait terrorisés. Oui. Taille de l'individu, 5 mm environ. Nourriture préférée, le sang humain. On ne compte plus les gens qui ont jeté leurs meubles, abandonné leurs matelas sur le trottoir, victimes d'un vent de panique. Les punaises dans le lit semblaient être partout, chez nous, dans les cinémas, dans les trains. Bref, c'était la psychose sur fond d'ingérence russe. Le gouvernement avait même lancé un plan interministériel pour la lutte contre ces nuisibles. Depuis, l'attention médiatique est retombée, mais c'est le tourisme qui s'empare de la question, et avec raison. En été, 60% des interventions pour lutter contre les punaises de lit ont lieu dans des établissements touristiques, à cause notamment des nombreux va-et-vient. Alors les professionnels du secteur ont décidé d'agir avec ce label qui se veut gage de tranquillité. Objectif, passer une nuit sans être dévoré. Mais alors comment on l'obtient, ce label? Eh bien, il faut d'abord faire un audit. Bureau Veritas, l'entreprise qui donne les certifications, et 2 associations vérifient plusieurs choses. L'existence d'un référent dans les établissements, autrement dit un chargé de mission punaise, mais aussi un cahier des charges qui enregistre toutes les suspicions passées d'infestation et leur traitement, ou encore la réalisation d'un diagnostic annuel. Mais franchement, ce label-là, il sert vraiment à quelque chose? Eh bien, on ne sait pas trop, parce qu'en fait, en France, près d'un Français sur 5 n'est pas prêt à payer plus cher pour un label. Surtout que depuis quelques années, la France croule sous ses certifications, clé verte, bistrot de pays, pavillon bleu, accueil vélo. Impossible de les quantifier tellement il y en a. Or, on trouve les labels officiels, c'est-à-dire ceux qui sont validés par l'État, mais aussi une multitude de labels privés. C'est le cas de celui-ci, le label anti-punaise de lit. Alors pourquoi, au final, une telle frénésie? Eh bien, elle est peut-être le symptôme de notre époque, Jean-Mathieu, une société de la défiance. On ne croit plus personne, ni le restaurateur qui dit que ses plats sont faits maison, ni l'hôtelier qui déclare que ses matelas sont propres et sans punaise. On ne rentre plus non plus dans un restaurant sans avoir regardé les avis Google. Il nous faut un tiers, un tampon. Objectif, nous rassurer. Mais quand tout sera labellisé, qui labellisera nos labels? Ouais, une vraie question. Ou alors on fait un numéro vert. Ça, c'est très français aussi. Voilà, numéro vert pour les labels. Voilà, ça peut être ça. Merci beaucoup, Marjorie. Théophile, avec vous. Bon, alors, ça y est, on y est. Hein. Les Bleus affrontent ce soir à 22h le Maroc, quart de finale de la Coupe du Monde. Et pour arbitrer la rencontre, pas moins de 5 arbitres argentins. Alors, 3 seront sur le terrain, 2 sont en renfort. Ça fait beaucoup réagir, forcément. Et justement, Théophile, dites-nous, choisir les arbitres de la Coupe du Monde, comment ça marche? Ouais, ils sont 170 arbitres sélectionnés pour ce mondial, 52 arbitres centraux, 88 assistants, notamment les juges de touche, vous savez, qui lèvent le petit drapeau quand il y a hors-jeu, 30 arbitres vidéo. Voilà, ils viennent tous de 50 pays différents, recrutés pour leur qualité d'arbitrage, leurs aptitudes physiques, il faut savoir courir très vite quand on est arbitre, leurs expériences à l'international, formés et évalués depuis près de 4 ans par la FIFA. Il y a des stars, parmi eux, le français Clément Turpin, par exemple, et puis des arbitres inconnus. Oui, parce que cette année, avec l'augmentation du nombre d'équipes sélectionnées et du nombre de matchs, il faut plus d'arbitres, 41 de plus qu'en 2022. Et la FIFA veille à ce que tous les continents soient représentés. C'est pourquoi on a eu l'arbitre ouzbek Ilgiz Tantachev lors de France-Paraguay, très critiqué, non pas parce qu'il est ouzbek, mais pour son inexpérience et sa passivité. Voilà, et en parlant de critiques, c'est vrai que le choix, la sélection d'arbitres argentins pour France-Maroc, alors ça passe mal. Hein. Ouais, ils seront en 5 argentins. Facundo Tello, un arbitre expérimenté, et ses 4 assistants. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que l'arbitre principal
et ses assistants sont tous de la même nationalité et ça fait beaucoup réagir en raison de la rivalité non dissimulée entre la France et l'Argentine. On les a battus au Mondial 2018. Ils ont pris leur revanche en nous éliminant en finale en 2022. Bref, que ce match soit arbitré par des Argentins, ça inquiète les supporters qui ont peur que les Bleus soient défavorisés. La question, c'est pourquoi 5 arbitres argentins ? C'est la commission des arbitres de la FIFA qui est chargée de désigner les arbitres au fil des rencontres. Et il faut dire que les critères sont assez obscurs. En fait, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi officiel. Une seule règle logique, les arbitres ne peuvent arbitrer un match impliquant leur propre pays. Pour le reste, il est tout à fait autorisé que tous les membres d'une équipe arbitrale soient de la même nationalité et les antécédents ou rivalités entre pays ne sont pas obligés d'être pris en compte. D'ailleurs, c'était un Français, François Le Texier, qui arbitrait le match Argentine-Égypte mardi. Il a fait son job, on espère pareil pour ce soir. Reste que ça commence à faire beaucoup de critiques contre la FIFA lors de ce mondial très politique. L'arbitrage France-Paraguay, l'affaire du carton rouge suspendu à la demande de Trump, on en parlait mardi. Et la compétition n'est pas finie. Justement, je laisse le mot de la fin à notre sélectionneur Didier Deschamps, sage comme toujours. Notre adversaire ce soir, c'est le Maroc. Pas l'arbitre. Allez les Bleus. Voilà, les Bleus. Donc, c'est vrai qu'on aime citer les grands penseurs dans 28 minutes. Merci beaucoup, Théophile. Merci, mes amis. À suivre sur Arte, Émilie Aubry pour le dessous des cartes. Demain, vous retrouverez l'intrigant mais sémillant Renaud Dely aux commandes du club 28 minutes à 20h05. Sur quelle chaîne Sur Arte. Arte, voilà. Arte, bien sûr. Il y a une tension incroyable. Allez, tchuss.